de l'opportunité de présenter aujourd'hui. Et donc dans cette deuxième partie, je vais plutôt aborder l'apport du modèle animal, mais également de l'approche translationnelle pour l'étude d'une question qui nous intéresse particulièrement, à savoir l'étude des anomalies de la récompense dans l'anorexie mentale. Alors, Laura a bien introduit le sujet en expliquant les origines multifactorielles de cette pathologie et la complexité de comprendre les mécanismes qui pouvaient être impliqués. J'aimerais juste rapidement revenir sur ce point-là. Du fait des origines multifactorielles, il est difficile en fait de pouvoir récapituler dans un seul modèle animal la multitude des facteurs impliqués, qu'ils soient génétiques, environnementaux, biologiques ou nutritionnels. La conséquence, c'est que les mécanismes neurobiologiques impliqués dans la physiopathologie de l'anorexie mentale restent aujourd'hui largement méconnus. Alors, on parle souvent de vulnérabilité génétique. Là encore, c'est difficile d'intégrer cette vulnérabilité génétique puisqu'il n'existe pas un seul gène, mais une multitude de gènes qui vont être impliqués dans l'anorexie mentale. Et cette étude qui a été publiée il y a quelques années dans la revue Nature Genetic par les membres du laboratoire ont permis en fait d'avancer sur certains concepts et hypothèses en permettant de reconceptualiser l'anorexie mentale comme étant un trouble d'origine à la fois psychiatrique et métabolique. En effet, il a été mis en évidence des corrélations génétiques entre l'anorexie mentale et des traits ou caractéristiques métaboliques. Donc, cette étude nous a permis en fait d'avancer grandement dans nos hypothèses de travail. Pour vous présenter ici très rapidement ces hypothèses, donc je reprends un petit peu le concept qu'a développé Laura sur la recherche de récompense sous la forme de perte de poids et d'hyperactivité physique. Cette recherche de récompense qui devient finalement compulsive quand la maladie se développe et qui est responsable du maintien et de la chronicité de la pathologie. Alors on sait évidemment qu'il y a des facteurs génétiques et épigénétiques qui sont impliqués, mais ce qui est intéressant à considérer aussi, c'est que lors de la restriction alimentaire, eh bien, il y a une perturbation d'un certain nombre de senseurs métaboliques qui vont aller signaler au niveau du système nerveux central l'état de dénutrition de l'organisme. Ces senseurs métaboliques, on va le voir, et c'est notre hypothèse, peuvent en fait avoir un effet renforçateur sur le système mésocortico-limbique et renforcer ses comportements compulsifs. Voilà, donc notre question principale, c'est de comprendre comment les senseurs métaboliques qui signalent l'état de dénutrition peuvent contribuer aux symptômes de l'anorexie mentale. Alors nous utilisons une approche translationnelle sur le modèle animal, mais également nous confrontons nos données chez l'animal aux données obtenues en clinique humaine et vice-versa. Donc, le modèle animal qui est couramment utilisé au laboratoire depuis quelques années a été développé par le docteur Odile Wiltard. Il va en fait mimer spécifiquement la vulnérabilité environnementale de l'anorexie mentale. Donc, ce modèle consiste à combiner une restriction calorique progressive et prolongée chez l'animal et l'accès à une roue d'activité. Et c'est le modèle que je nommerai ici FRW pour Food Restriction and Will. Donc chez l'animal, après une restriction calorique, on obtient une perte de poids d'environ 20 à 25% qui se stabilise au bout de 2 semaines et qu'on peut maintenir même sur une période un petit peu plus longue. Ce qui caractérise particulièrement ce modèle animal, c'est le développement d'une activité qu'on appelle Food Anticipatory Activity, ou activité en anticipation de la distribution de la nourriture. Et c'est une période d'activité physique compulsive très intense. Donc on va vraiment travailler sur ce phénotype. Ce qu'on a pu mettre en évidence également, c'est que ce modèle de vulnérabilité environnementale eh bien, va mimer la signature métabolique de l'anorexie mentale. Pour vous donner quelques exemples, ici, on observe notamment chez les souris en restriction alimentaire une diminution drastique de la masse grasse et on observe également une augmentation de senseurs de l'état de dénutrition. Et parmi ces senseurs, 12
plus particulièrement à la gréline. Donc la gréline est produite dans l'estomac. Elle va répondre en fait à des changements aigus de l'état nutritionnel, notamment à des jeûnes aigus. Elle est augmentée en anticipation du repas. On sait qu'elle agit sur un récepteur qui s'appelle le GHSR. Et ce récepteur va relayer deux effets principalement. Un effet sur la prise alimentaire, donc la gréline va stimuler la prise alimentaire. Ça, c'est au niveau du système homéostatique qui permet en fait de contrôler nos apports et nos dépenses énergétiques. Mais elle a également un rôle essentiel au niveau du système mésocortico-limbique, car elle va avoir un effet sur la motivation et peut avoir également des effets renforçateurs de l'alimentation, mais également des drogues. Alors, de façon très étonnante, ce senseur métabolique est augmenté chez les patientes dénutries et est normalisé après une période de renutrition. Voilà. Donc la gréline est vraiment une signature métabolique spécifique de la dénutrition dans l'anorexie mentale. Alors on essaye un petit peu de comprendre quels peuvent être les rôles de la gréline dans la mise en place des symptômes de l'anorexie mentale, notamment en s'intéressant à l'effet sur l'activité physique. Ce qu'on a pu mettre en évidence notamment, c'est qu'il existait une corrélation entre les concentrations plasmatiques de gréline et le niveau d'activité physique, comme vous pouvez le voir ici. Ce sont les souris en fait qui font le plus d'activité physique, qu'on appelle ici des high runners, qui vont avoir les concentrations plasmatiques de gréline les plus élevées. Donc on a un lien de corrélation, mais on peut également établir un lien un petit peu plus fonctionnel puisqu'on a accès à des modèles animaux, notamment des modèles génétiquement modifiés, où on peut faire le KO, donc l'invalidation du récepteur sur lequel va se lier la gréline. Ce qu'on a pu observer, donc là ici avec la perte de poids, c'est que l'activité anticipatoire, ici en bleu chez des animaux contrôle, des animaux sauvages, va être en fait proportionnelle à l'amplitude de la perte de poids. Par contre, chez les animaux qui n'ont plus de signalisation gréline, eh bien, on a une nette diminution de cette activité. Donc là, on a des éléments à la fois corrélatifs et fonctionnels qui permettent de nous dire que ces senseurs métaboliques peuvent jouer un rôle important dans l'effet compulsif de l'activité physique. Alors, mesurer l'activité physique n'est pas tout. Ce qui est intéressant, c'est également de pouvoir déterminer si cette activité physique est associée à une préférence pour la roue d'activité. Alors, Chloé et Jingxian au laboratoire ont développé un test qui est en fait un test modifié d'un test de 3 chambres. Donc, il y a 3 compartiments et la souris peut en fait choisir entre un objet familier, qui est ici la roue d'activité, et un nouvel objet. Alors, chez une souris qui est nourrie ad libitum, elle va en fait préférer explorer le compartiment avec le nouvel objet plutôt que le compartiment avec la roue. Par contre, quand on soumet ces souris à une restriction alimentaire pendant plusieurs semaines, eh bien là, la souris va aller explorer le compartiment avec la roue et va délaisser en fait le compartiment qui présente le nouvel objet. Donc ici, nous mettons en évidence clairement un lien entre l'état de dénutrition et la préférence pour la roue d'activité dans notre modèle murin. Alors la gréline n'est pas le seul senseur métabolique qui nous intéresse. Nous sommes intéressés aussi depuis quelques années au LIP2. Le LIP2, c'est le Liver Enzyme Antimicrobial Peptide qui est synthétisé au niveau du foie, mais également au niveau du tractus gastro-intestinal. Et de façon intéressante, ce senseur est un antagoniste endogène de la gréline. Il va en fait diminuer la prise alimentaire induite par la gréline. Donc, il nous est apparu particulièrement intéressant parce qu'il pourrait être impliqué dans la physiopathologie de l'anorexie mentale. Donc, une des questions qu'on se pose actuellement, c'est de comprendre en fait comment le LIP2 est régulé par la restriction alimentaire chronique. Donc là encore, on utilise cette approche translationnelle à la fois chez l'animal et en clinique pour pouvoir un petit peu mieux interpréter les données obtenues. Donc c'est un projet qui a été initié par Chloé au laboratoire, plus spécifiquement sur le modèle animal, et Philibert Durier
sur la clinique de l'anorexie mentale. Donc Chloé utilise le modèle de restriction alimentaire. Voilà. Elle induit également une période de renutrition progressive pour être au plus proche de l'état de renutrition qui est fait en clinique humaine. Et Philibert fait ces mêmes explorations, mais chez les patientes anorexiques, à l'admission dans le service, donc lorsqu'elles sont dénutries, elles ont un IMC bas, mais également environ 4 mois après une période de renutrition lorsque les patientes atteignent un IMC cible. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous présenter ces données, mais j'ai essayé de les résumer sous la forme d'un petit graphique. Ce que Chloé et Philibert ont pu montrer, c'est que dans le modèle animal, qu'on va appeler notre modèle d'adaptation physiologique, ils ont observé une augmentation des concentrations de gréline associée à une diminution des concentrations de LIP2. Donc on est dans un contexte où l'animal va finalement s'adapter très bien à l'état de dénutrition via plutôt une modification des senseurs qui vont avoir une action orexigène. Chez la patiente, ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisque certes, on observe une augmentation de gréline, mais également une augmentation de LIP2 qui va venir en fait contrebalancer l'action orexigène de la gréline. Donc ici, on est dans une adaptation pathologique à l'état de dénutrition, et ça peut être mesuré grâce à la mesure des senseurs métaboliques au niveau périphérique. Une des questions qui nous intéresse particulièrement ensuite, c'est de comprendre comment des modifications de l'état nutritionnel et comment des modifications de ces senseurs métaboliques peuvent être corrélées à des changements dans la sensibilité à la récompense chez les patientes. Alors, ce qui caractérise ces patientes, notamment au niveau du système de récompense et de l'aspect cognitif, c'est la sensibilité pour la récompense immédiate qui va être diminuée. Donc ça, Laura a bien présenté ce constat. Et donc au laboratoire, nous essayons d'évaluer. Ah, il y a un petit bug. Voilà. Au laboratoire, nous évaluons en fait la sensibilité à la récompense retardée chez la souris en utilisant un test de delay discounting. Donc ce test est adapté de tests qui sont couramment utilisés en clinique, sauf que là, la souris est mise dans un système de conditionnement opérant. Donc elle va être entraînée à essayer de trouver une récompense. La récompense ici est du lait à la fraise. Et donc quand elle va appuyer du côté gauche, ça va être une petite récompense immédiate qui va être distribuée. Et quand elle appuie du côté droit, eh bien, ça va être une récompense plus grande, mais qui arrive de façon plus tardive. Donc ça va nous permettre d'évaluer la sensibilité retardée à la récompense. Donc il y a quelques données préliminaires qui ont été obtenues, qui sont assez intéressantes et qui mettent en évidence que chez les souris en restriction alimentaire, eh bien, on a plutôt une tendance à aller vers la petite récompense immédiate, donc à avoir un comportement plutôt impulsif. Et ce phénotype, il est beaucoup plus marqué chez des souris qui ont accès à une roue d'activité. Là encore, quand on compare ce phénotype à ce qu'on observe en clinique, eh bien, on voit que chez les patientes anorexiques, c'est l'opposé qui se passe, puisque les patientes vont s'adapter à l'état de dénutrition, mais plutôt en allant choisir la récompense retardée. Donc pour l'instant, on essaye de faire le lien entre ce modèle animal et ce qui se passe en clinique. On a plusieurs perspectives actuellement. C'est de faire des interventions pharmacologiques, notamment en traitant la souris avec l'un ou l'autre de nos senseurs métaboliques, des interventions environnementales, mais également des interventions génétiques pour essayer de voir comment nous pouvons moduler cette sensibilité à la récompense. Et je vais juste terminer pour vous présenter en fait un projet qui est en cours où là on va se focaliser plus particulièrement sur la vulnérabilité génétique aux symptômes de l'anorexie mentale. C'est un projet qui est mené par Héloïse Hamelin et Nicolas Lebrun au laboratoire. Et tous les deux sont en train de rechercher en fait l'implication de gènes. Alors on va cibler notre intérêt sur des gènes impliqués dans la signalisation dopaminergique. Et donc ils utilisent de nouveaux modèles de souris génétiquement modifiés
plus spécifiquement dans les structures clés du système nerveux central, donc par exemple le noyau accumbens, le striatum dorsal, donc Laura décrivait. Et donc ils essayent de comprendre comment ces modèles génétiquement modifiés vont se comporter en termes de sensibilité à la récompense. Donc ça, ce sont des perspectives à court et moyen terme. Et je terminerai sur cette diapositive et je souhaite remercier l'ensemble des membres du laboratoire et je vous remercie de votre attention.